Connecting people. Au cours d'observations d'OVNI, d'objets volants non identifiés ou de PAN, de phénomènes aériens non identifiés, les ufologues et les enquêteurs regardent également le paramètre climatique. C'est-à-dire, y a-t-il des phénomènes lorsqu'il fait beau, lorsqu'il pleut, lorsqu'il grêle, lorsqu'il neige. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'étude géo-ufologique phase 2 de cette 7e saison des reportages de DHTV consacrés OVNI et climatologie, c'est-à-dire un autre paramètre d'étude de l'étude géo-ufologique. Ainsi, dans cet épisode, nous allons voir par le gré d'observations, de témoignages, d'interviews avec des ufologues, d'essayer de comprendre ce paramètre climatique au cours d'observations d'OVNI. Nous parlerons également des conditions extrêmes lorsqu'il fait froid, comme dernièrement, dans le sud de la France, où il y a eu pas mal de neige, mais également au cours de canicules, comme celle de 2003. Et je sais que, pour l'avoir vérifié, que le climat est important dans le déroulement de ces phénomènes. C'est une des variables d'ajustement. Ça fait partie de l'enquête ufologique de base, c'est-à-dire que tu as tout un nombre d'éléments techniques qu'il faudrait absolument réunir. Alors ça tient compte de s'il pleut, s'il fait soleil, s'il y a des nuages, le degré d'hygrométrie, le vent, etc. Et je prends des cartes pour étudier ça de manière précise. Donc passons dès à présent au plan de cette édition. Quelles sont les conditions climatiques lorsqu'il y a observation d'un OVNI ou d'un PAN, phénomène aérien non identifié? Dans cet épisode, je vais vous partager différents cas d'observation lorsqu'il fait froid, lorsqu'il neige, lorsque les températures estivales sont très chaudes, c'est-à-dire des périodes caniculaires, comme ce qu'il y a eu dernièrement en France métropolitaine, puis ensuite lorsque le ciel est clair, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des tempêtes, des orages ou du brouillard, avec les interventions de nombreux ufologues, tels que Rémi Fauchereau, président de la EPA, Association d'études des phénomènes aériens, mais également reporter de DHTV pour le département de Lyon et les départements limitrophes, Guillaume Chevalier du GENPI et ufologue, Eric Zurcher, ufologue et auteur de nombreux ouvrages en ufologie, et également co-créateur du CRON, Centre de recherche ufologique niçois, et avec les deux interventions aussi de Gilles Durand et Thierry Rocher du SSO, de l'association SSO, Sauvegarde et Conservation des études archives ufologiques, autant dire les archives OVNI en France. Pour continuer cette étude de paramétrage de conditions d'observation du phénomène OVNI, nous allons voir à présent s'il y a beaucoup plus d'observations d'OVNI quand il neige, sous des conditions, on va dire, assez froides, des conditions d'hiver. Est-ce qu'il y a plus d'observations d'OVNI quand la température descend en dessous de 0? Voyons à présent, par le biais d'interviews d'ufologues, ce qu'ils en pensent de ce paramètre. L'hiver proprement dit, mois de décembre, etc. Quelques boules rouges du côté de Brinon une fois, qui m'ont été signalés, qui montaient les coteaux. C'est pareil, il y a des lieux-dits intéressants par là. Certainement des failles aussi, si je me rappelle bien. Mais c'était une douzaine de boules rouges qui montaient en groupe mais c'était pas des lanternes thaïlandaises, hein. Elles étaient bien dessinées, bien sphériques. Les gens les ont bien vues, ils étaient sur la rocade autour de Brinon. Et puis, de Chablis aussi, c'est arrivé, la rocade de Chablis aussi, il y a eu des boules qui ont été vues comme ça. Le 6 février 1974, dans le département de la Côte d'Or, à Toissy-la-Berchère, il est 13h15. Un témoin regarde à travers une fenêtre les bourrasques de neige qui tombent sur la campagne environnante. À environ 300 mètres dans un pré en bordure du chemin qui relie Toissy-la-Berchère à Varennes, il observe une sorte de boîte rectangulaire de couleur rouge orangée. Elle se déplace au ras du sol d'une allure saccadée, légèrement en zigzag. Elle se dirige vers un troupeau de vaches.
Ces dernières s'éloignent, affolées. L'objet change alors de direction. Il longe une haie, arrivant au niveau du ruisseau du Serein. Là, il effectue un virage à 90 degrés, partant vers un troupeau de moutons qui détalent eux aussi affolés. L'objet continue de s'éloigner en rase-motte en direction de Vouvres, sautant les haies sans les toucher. Durée totale de l'observation, 6 à 7 minutes. Alors une question maintenant, y a-t-il eu des rencontres rapprochées du troisième type quand il neige? Demandons ça de suite à Eric Zurcher, spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type en France. Alors la neige, ça doit être rare quand même. Ah ben évidemment, les endroits où il y a de la neige sont plus rares et c'est pour ça qu'il y a quelques cas dans la neige en Scandinavie, dans les pays scandinaves, bien sûr, ou au Canada. C'est quelques cas comme ça, c'est surtout des boules qui sont observées l'hiver. J'ai jamais eu vraiment de cas de RR3 ou de choses comme ça. En juin 2017, dans le quart sud-ouest, montant jusque la Bourgogne, il y a eu une canicule fin juin. Je suis actuellement dans le département de l'Yonne et ces derniers jours, effectivement, les températures sont montées entre 35 degrés et 45 degrés, voire plus. Cela dépend où vous êtes, à l'ombre ou au soleil. Il y a eu de nombreuses périodes dites caniculaires en été 1947, été 1976, 1983, 2003, 2006, 2017 dans le département de l'Yonne et donc cette année en 2018. Mais revenons à 1947. 27 au 28 juillet, il y a eu une rencontre rapprochée du troisième type. Du 23 juin au 7 juillet 1976, il y a eu 3 rencontres rapprochées du premier type et une rencontre rapprochée du deuxième type. Du 19 au 20 juillet 1983, une rencontre rapprochée du troisième type. Du 3 août au 13 août 2003, 3 observations de type RR1, rencontre rapprochée du premier type. Du 10 au 28 juillet 2006, 2 rencontres rapprochées du premier type. Quant à 2018, il faudra voir ça peut-être l'année prochaine quand les enquêtes des cas de cet été seront faites. Mais demandons à Rémi Fauchereau, l'ufologue de ce secteur, si, au cours de précédentes canicules comme celle de 1976 ou celle de 2003, il y a eu plus d'observations d'OVNI, partant du principe que comme il fait bon, comme ce soir, il est assez tard, il est vers minuit, on peut observer donc la voûte céleste, et il fait assez bon pour faire des veillées d'observation du ciel. C'est marrant parce qu'en 2003, il y en a eu une canicule, et j'ai retenu dans le département de l'Yonne. Alors bien sûr, est-ce qu'on m'a informé de tout ce qui s'est passé dans le département de l'Yonne? C'est pareil. Est-ce que tout a été investigué comme il faut à ce moment-là? Ça, on peut se le demander. Mais moi, j'ai reçu que 3 témoignages, mais pas des témoignages quand même, qui étaient des témoignages simples de RR1. Il y a quand même eu des phénomènes où, à Villiers-sur-Tolon, qui est pas un des trois témoignages qui date de 2003, Villiers-sur-Tolon, il y a eu quand même un diamant tronqué qui a été observé avec de larges baies vitrées, des sortes de baies vitrées l'une au-dessus de l'autre, dont une forme noire qui ressemblait étrangement à une humanoïde de couleur noire et à côté un petit flash bleu qui était vu par mon ami René Pienne. Ça c'est quand même déjà intéressant. C'est un témoignage, c'est pas une simple petite boule blanche, rouge, verte ou jaune qui a été vue, qui passait comme une météorite, c'est quand même déjà quelque chose d'autre chose. C'était un diamant tronqué, c'était aussi une forme assez particulière et peu courante. Donc il n'y a pas beaucoup de témoignages, mais les témoignages qu'il y a eu sont des témoignages qui marquent. Et en 76, tu as eu des cas? Oui, en 76, il y a aussi des cas qui sont mais plus nombreux qu'en 2003. Passons à présent à des cas qui se sont déroulés pendant la canicule de 2003, c'est-à-dire du 3 au 13 août 2003, où il y a eu 3 cas de type rencontre rapprochée du premier type. Je vais vous en partager l'un d'eux. Le 3 août 2003, dans le département du Vaucluse, sur la commune d'Avignon, il est 15h45. Le temps, beau temps, ciel clair. Un grand nombre de témoins ont observé un objet en forme de disque très ovale aplati de couleur blanche et émettant une vive lumière. Il allait à vive allure en direction du nord-est, vitesse estimée 1500 km/h,
Il disparut brusquement après un bruit d'explosion. Source, le journal de l'ufologie. Donc comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas vraiment d'augmentation d'observation d'OVNI en période dite caniculaire. Je suis actuellement au-dessus d'une mer de nuages qui couvre les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, mais également les Hautes-Pyrénées qui sont par là-bas. Je suis au col de la Pierre Saint-Martin, entre la France et la Navarre, en Espagne. Selon certains ufologues, il y aurait pas mal d'observations d'OVNI lorsqu'il pleut. Pour d'autres, lorsqu'il fait beau. Nous allons voir à présent, après avoir vu les conditions météo comme le froid ou des chaleurs très chaudes, je veux dire des conditions météo assez extrêmes, passons donc à présent aux paramètres. Est-ce qu'il y a plus d'OVNI quand il fait beau ou quand il fait mauvais? Plus par beau temps que quand il pleut, c'est sûr. On voit plus d'OVNI par beau temps que quand il pleut, par exemple en été quand il fait chaud, etc. Le 14 mai 1874, dans le département des Bouches-du-Rhône sur la commune de Marseille, il est 22h30. Le témoin observe les étoiles quand il voit à peu près à égale distance des constellations de la Chèvre, de la Grande Ourse et Cassiopée, une étoile rouge de première grandeur inconnue. Elle reste immobile pendant 1 minute, puis se mit à se déplacer lentement mais augmentant sa vivacité. Elle avança vers la constellation de la Chèvre, toujours en augmentant sa brillance, dépassant en éclat celui de Jupiter. Elle disparut au bout de 30 secondes dans les brumes du nord-ouest. La forme ressemblait à un parallélogramme. Source, lumière dans la nuit. Le 7 septembre 1968 sur la commune de Loudéac, dans le département des Côtes-d'Armor. Il est 2h30 du matin, le ciel beau temps, ciel clair. Il s'agit d'une observation de LN, c'est-à-dire lumière nocturne, observation d'un objet à plus de 150 mètres d'un témoin. Le témoin regarde machinalement le ciel après s'être levé au cours de la nuit. Il voit alors un objet de forme triangulaire ou conique, la pointe vers le bas. L'objet est plus gros qu'une étoile, plus brillant, jaune vif, il reste totalement immobile. Le haut du triangle paraît transparent et plus brillant que le bas. L'objet bascula brusquement, comme s'il vibrait. Un halo lumineux l'enveloppa. Le témoin quitte des yeux à peine 1 minute l'objet. Quand il regarde à nouveau, l'objet a disparu. Durée totale de l'observation, 3 à 4 minutes. Source, lumière dans la nuit. Le 14 octobre 1989, dans le ciel de Mazamet. Il est 6h50. Plus aucune étoile n'est visible. Sous un ciel limpide, nébulosité zéro, l'air ambiant est parcouru par une brise qui ne fait qu'accentuer la fraîcheur matinale. Depuis quelques 10 minutes, une tache immobile blanchâtre d'une luminosité de l'ordre de 3 fois la magnitude stellaire la plus importante est aperçue par un témoin à une altitude angulaire approximative de 30 degrés à l'est-nord-est de Mazamet. Le même témoin aperçoit ensuite, durant environ 1 minute, quelques degrés en contrebas, une seconde sphère relativement plus petite, à l'éclat orangé et qui demeure stationnaire. Soudain, les 2 astres non identifiés descendent sensiblement, tout en diminuant de luminosité et disparaissent furtivement. La distance séparant le lieu d'observation de la localité à la verticale du phénomène a été évaluée à quelques kilomètres. Bien sûr, il y a énormément de cas d'observation d'OVNI lorsqu'il fait beau et lorsque le ciel est clair. Je vous en ai partagé quelques-uns. Passons dès à présent aux observations d'OVNI ou de phénomènes aériens non identifiés lorsqu'il y a des nuages dans le ciel. Le 21 octobre 1954, sur la commune de Brest, il est 8h du matin. Météo, nuages, éparses. Un officier supérieur, ingénieur de la marine, observait dans le ciel, au-dessus des collines entre Plougastel et Landerneau, un disque très lumineux qui semblait stationner à environ 8000 mètres d'altitude, selon le témoin. Large d'1 mètre à l'œil nu, ce disque apparaissait comme une lentille biconvexe. L'épouse de l'officier observa elle-même le point lumineux, tandis que son mari allait chercher des jumelles. Mais au retour de l'ingénieur, un nuage cachait le disque. Source, les ovnis vus de près, de Patrick Gross.
Le 13 août 1963, sur la principauté de Monaco, il est 21h. Un reporter monégasque observe qu'un point lumineux d'une brillance extrême, qui ne pouvait être comparé à celle d'un satellite, se mit à faire des zigzags dans le ciel. Le ciel se couvrant de nuages, le point lumineux disparut aux yeux du témoin. Source: Les soucoupes volantes et civilisations d'outre-espace par Guy Tarade. Le 29 août 1975, sur la commune de Saint-Martin-de-Valamas, dans le département de l'Ardèche, le témoin se trouve sur le balcon de sa maison quand il observe une masse sombre se trouvant dans un nuage rose suivi d'une traînée de 150 mètres de long en forme de triangle isocèle de couleur verte. L'objet se dirige vers le Kellar en émettant un léger bruit. Donc le 8 septembre 1979, à Mallet-le-Grand, des témoins observent de gros nuages qui se déplacent et à l'intérieur de ces nuages, des boules rouges, vertes, bleues qui semblent se déplacer dans l'intérieur des nuages et en sortir, ont été vues donc dans le ciel. Passons à présent aux observations d'OVNI quand le ciel est bouché comme aujourd'hui. Je suis actuellement dans les Côtes d'Armor, non loin de lieux où il y a eu des observations d'OVNI, Saint-Brieuc, Plérin, Tréglamus et également Erquy un peu plus loin. Et lorsque la pluie arrive et que la pluie va être forte, y a-t-il beaucoup d'observations d'OVNI alors quand le ciel est couvert et qu'il va bientôt pleuvoir? Passons à présent au cas. Le 25 septembre 1817, dans le département de la Lozère, à Lagnuéjol, il est 18h25. 3 personnes ont quitté le village pour revenir à Mende, par le Causse, quand ils aperçoivent dans la direction de Villefort un objet de couleur rouge ayant la forme d'un disque et d'une dimension 3 ou 4 fois plus grande que la Lune. Durée de l'observation 2 à 3 minutes, par temps couvert avec une pluie fine. Source: le Midi Libre. Dans le département Charente, le 24 juin 1924, sur la commune de Benest, les 2 témoins se trouvent sur le chemin allant du moulin de Guiltou à la route de Châtain, quand ils observent derrière une haie en surélévation de la route une lueur rouge, à une vingtaine de mètres. Une boule rouge s'élève alors et part sur la gauche de la route en direction de Châtain, en semblant suivre les ondulations du terrain et suivie d'une traînée que les témoins attribuent à la persistance rétinienne. Dans le département du Nord, le 1er octobre 1954, sur la commune de Bettencourt, le témoin circule en cyclomoteur sur la route entre Kievy et Caudry. Lorsqu'arrivé un peu avant une petite chapelle et la ferme Dron, il sent la pluie lui mouiller le visage. Levant la tête, il aperçoit alors une sorte de toupie rose corail très lumineuse traînant derrière elle une lumière blanche. L'objet suit approximativement la nationale allant de l'ouest vers l'est, vers le Cateau Cambrésis. 2 autres témoins ont vu la même chose. Dans le département de l'Aude, le 17 février 1974, sur la commune de Montréal, un viticulteur qui rentrait chez lui à vélomoteur observe dans un sentier un gros engin allongé muni de 4 feux très intenses. Il pense tout d'abord à un camion, mais réalise que les feux ne sont pas disposés comme ceux d'un camion. Comme il pleuvait, il préfère continuer son chemin. Le 7 mai 1974, dans le département de la Drôme, sur la commune d'Échevy, il est 6h15 du matin. Le témoin vient de Saint-Julien-en-Vercors en motocyclette. Il aborde les tunnels des Petits Goulets. Entre le premier et le second, il observe sur sa droite, de l'autre côté d'un pic où coule la rivière, une boule blanche, à flanc de paroi. Elle repose sur 2 pieds. Elle a environ 1 mètre de diamètre, de couleur très blanche. Source: OVNI, premier dossier complet de Michel Figuet. Le 3 avril 1976, dans le département de l'Ardèche, sur la commune de Saint-Andéol de Fourchade. C'est un cas où il y a eu 2 observations, mais intéressons-nous à la deuxième, car à ce moment-là, il pleuvait. Donc ce couple revenait de Saint-Andéol, et au lieu dit Pras ou Pras, le conducteur roule doucement, car il pleut. Ils observent un point lumineux blanc très puissant qui vient tournoyer à une vitesse fulgurante au-dessus de la voiture en émettant un rayon bleu intense comme un gyrophare. Elle tourne autour de la voiture dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Après plusieurs minutes, l'objet s'éloigne en direction de Melzac et disparaît derrière la montagne après qu'une immense lueur blanche eut embrasé le ciel. Source:
Le livre OVNI, premier dossier complet de Michel Figuier. Après, bon, il y a un certain nombre de paramètres comme la pression atmosphérique qui ne jouent pas trop. Alors, est-ce que ça peut... ça peut peut-être jouer un rôle au niveau de la pureté du ciel, par exemple? C'est possible. Je vous retrouve dans le département des Pyrénées-Orientales, dans un brouillard et une pluie battante. Alors, y a-t-il des observations d'OVNI quand il fait ce temps-là, c'est-à-dire le brouillard en pleine montagne, sous la pluie? Le 13 novembre 1997, dans le département de la Dordogne, à Jumillac-le-Grand, il est 20h. Un couple roule en voiture venant de Thiviers et allant à Saint-Irex-la-Perche, et se trouvant alors au niveau de la croix de Tollet, quand ils observent sur leur droite une boule de feu ayant la forme d'une énorme assiette creuse de couleur bleue, jaune et orange. Le phénomène accélère rapidement, verticalement, et disparaît derrière un château d'eau, comme s'il s'était posé. Source, lumière dans la nuit. Le 16 octobre 1954, dans le département Haute-Marne, sur la commune de Neuilly-l'Évêque, il est 6h du matin. Le témoin est à bicyclette sur la route qui mène à Chalindrey. Le brouillard recouvre la vallée. Une centaine de mètres avant le passage à niveau, il observe sur sa gauche la présence d'une entité de forme humaine, de taille d'environ 1,50 m. Surpris, le témoin ralentit. L'entité rejoint un objet en forme de bol renversé de 2,50 m de large sur 1 m de haut. Il voit clairement que l'entité a une taille supérieure à la hauteur de l'objet. Après avoir pris place, l'objet glisse doucement sur le champ, sur une distance de 20 à 30 mètres. Puis, brusquement, s'élève dans les airs, sans aucun son. Source, lumière dans la nuit, numéro 259-260. Gaëtan Bovy, directeur et créateur de la web TV UFO Wallonia, nous avait dit qu'il avait remarqué qu'il y avait souvent des observations d'OVNI quand il y avait un taux d'humidité supérieur ou égal à 60%. Il semblerait que certains phénomènes fuient évidemment l'humidité et d'autres types de phénomènes. Par exemple, je vois à Esdalen, ils avaient fait des études et ils disaient quand le degré d'humidité est plus important, on voit plus d'ovnis chez eux là-haut. La fameuse vallée d'Esdalen, c'était comme ça. Et nous, c'est plutôt quand il fait chaud et sec qu'on voit beaucoup plus d'ovnis. Le 17 janvier 1974, dans le département du Nord, sur la commune de Steenbeek, météo, tempête. Un témoin observe au cours d'une forte tempête une grande lueur rouge-orange. Source, lumière dans la nuit, numéro 134. Dans le département de l'Yonne, le 19 février 2009, sur la commune de Beaumont, il est 5h du matin. Le témoin constate que la cour de sa maison est illuminée, comme en plein jour, par un faisceau lumineux venant du ciel, d'un blanc jamais vu auparavant. Sorti pour inspecter le toit d'un garage pendant une très forte tempête, le témoin effrayé par le phénomène rentre alors dans la maison. Pour continuer les observations d'OVNI, lorsqu'il y a une tempête, Eric Zurcher, ufologue et auteur, va vous partager un cas qui s'est déroulé en Italie. Prends le cas de Abbiate et Guazzone, par exemple en 1950 en Lombardie, je crois. Bruno Facchini, tu vois à peu près de quoi il s'agit. Il avait plu une véritable tempête avant, et le gars a été attiré, qui travaillait dans une usine, il a été attiré parce qu'il y a une ligne de tension qui passait à côté, il a vu cette lumière, il a pensé qu'il y avait un danger, si tu veux. Donc les pieds dans l'eau, il a été voir, et il est tombé dans la clairière sur eux, voilà. Donc là, il avait plu. Lorsqu'il y a des observations d'objets volants non identifiés, ou d'OVNI, qui se manifestent pendant un orage comme celui qui se forme derrière moi, passons dès à présent à des cas d'observation d'OVNI lorsqu'il y a de l'orage. En novembre 1968, dans le département du Gard, sur la commune de Sandras, ou Sandra, il est 17h. Dans le bois de Coujouze, à cheval sur les communes de Sandras ou Sandra et Saint-Jean-du-Pin, un témoin se trouve pris sous un orage accompagné de vents violents et suivi d'une pluie fine et tenace. Il s'abrite sous un pin de forte taille. Le vent se calme et ce dernier entend un chuintement accompagné d'une lueur vive. Il lève les yeux et observe alors un disque argenté
émettant une forte lueur blanche qui se déplace dans la direction Alès, à Saint-Martin-de-Boubeau. Il observe l'objet par le dessous et évalue son altitude à 150 à 200 mètres au-dessus du sol, et fait 5 à 6 mètres, selon le témoin. Il se déplace à vitesse moyenne suivant un plan incliné parallèle à la pente qui est forte à cet endroit. Il reste rectiligne, l'objet est sous le plafond nuageux et semble venir du sol. Il y a eu 3 autres témoins. Source, le livre OVNI premier dossier complet de Michel Figuet. Oui, je me rappelle un cas qu'il y avait eu du côté de... Oh, je sais plus, c'est de Chemilly, dans ces coins-là. Où pendant un orage, il y avait eu un phénomène ovni d'observer. Il pleuvait, il tonnait, etc. Et les animaux s'étaient comportés de manière assez bizarre, à savoir qu'ils se sont mis à aboyer. Ils se sont pas tués, alors que généralement, quand il y a un orage, généralement les animaux se protègent de la pluie, de l'orage et se taisent. C'est souvent avant l'orage qu'ils se mettent à aboyer parce qu'ils sentent quelque chose, comme une sorte de 6e sens. Ils sentent l'orage arriver. Au moment de l'orage, ils se taisent, et là, c'est apparemment le phénomène ovni c'était une sorte de grosse boule qu'il y avait eu observée, qui se déplaçait. Une boule blanche, jaune orangée, qui se déplaçait, et les chiens s'étaient mis à aboyer parce qu'ils avaient eu peur, tout simplement, et puis ça, la boule éclairait comme en plein jour, c'était la nuit. La nuit, il était tard, et donc c'est un comportement animal qui était à peu près apparemment anormal. Moi, je pense que dans les phénomènes ufologiques, c'est en fait des phénomènes météorologiques. Vous le voyez, on est en train de surveiller donc les impacts de foudre par rapport à la climato-ovni. Ne trouves-tu bizarre que la foudre tombe à des endroits où il y a eu des observations d'ovnis? Oui, c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. C'est assez curieux parce qu'on constatait ça au fur et à mesure qu'on regardait l'ordinateur et les impacts de foudre qui tombaient. On disait, tiens, ça tombe là, il y a eu un ovni, là, il y a eu un ovni, etc. Et tous les petits villages de Lyon, ou villes où il y a eu des ovnis, des impacts de foudre tombaient à cet endroit-là. Alors est-ce qu'il faut mettre ça en rapport avec aussi, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des ovnis aussi dans ces endroits-là où il y avait des failles, parce qu'on met en rapport les phénomènes atmosphériques, c'est-à-dire la foudre, et puis les failles qui sont juste en dessous, on peut les mettre en rapport aussi. Et que viennent faire les ovnis au milieu de tout ça, on peut se poser la question. Les observations de boules lumineuses, qui pourraient être considérées comme de la foudre en boule, des plots, phénomènes lumineux orageux transitoires, ou tout autre phénomène lié aux orages. Dans ce genre de cas, être sûr qu'on a affaire à la foudre en boule, pour ensuite dire qui a eu méprise avec la foudre en boule. Tu vois le problème ? Étant donné que la foudre en boule est un sujet qui n'a pas encore été prouvé avec certitude par la science. Et bon, on a de plus en plus de travaux, on a de plus en plus de témoignages, mais c'est pas encore certifié, estampillé, phénomène connu. Exactement ce que je te disais hors caméra ce matin. Voilà, c'est un phénomène qui n'est pas modélisé par la science, donc comme dit Thierry, quelqu'un qui présente une boule, soit qui a vu une boule de lumière par exemple, qui est passée à travers une fenêtre ou qui est rentrée dans la pièce, qui a fait le tour et qui est ressorti par la cheminée, bon, on va peut-être supposer tout de suite que c'est la foudre en boule, plutôt qu'autre chose, mais voilà, la foudre en boule c'est très très mal expliqué. Les cas les plus courants, c'est ce que je viens de dire à l'instant, voilà, après, bon. Mais il y a d'autres pistes de recherche. Alors évidemment, ça c'est une norme intéressante, c'est un constat intéressant, ça peut être local d'ailleurs. Les veilleurs ont des préférences climatiques et des phases de lune. Ils préfèrent bien sûr venir lorsque le temps est beau, lorsque le ciel est dégagé, et lorsque c'est la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune noire. Car ils ont remarqué, et d'autres veilleurs ailleurs en France, qu'il y a beaucoup plus d'observations de phénomènes énigmatiques, mystérieux, non expliqués,
inexpliquée lorsque la Lune est noire. C'est-à-dire il fait noir, donc le moins de lumière se voit très vite. Tandis qu'avec la pleine lune, il fait un petit peu clair, il y a une clarté lunaire. C'est que Casoufo opère des relations systématiquement avec les positions stellaires prédominantes au moment de l'observation. Position du Soleil, de la Lune bien sûr, mais certaines étoiles aussi. D'après Casoufo, il y aurait un certain nombre de corrélations. Alors ce n'est pas des phénomènes atmosphériques au sens où on entendrait la pluie, le beau temps, le chaud, le froid. C'est la position Mais là aussi tu retombes, tu sais, pour beaucoup, tu vois un truc hyper complexe, c'est la Lune, quoi. Ah oui, il y en a pas mal qui sont avec des nuits sans lune, puisque souvent quand j'ai par exemple quelqu'un qui me décrit un disque lumineux ou une sphère lumineuse, la première question que je pose, je disais, est-ce qu'il y avait la Lune? Et ils me disent, non, il n'y avait pas la Lune, ou alors l'inverse, ça pouvait pas être la Lune parce que la Lune était d'un côté, la boule était de l'autre. Voilà. Mais il y a beaucoup d'observations, oui, puis il y en a aussi beaucoup qui ont été vues avec la Lune et sans la Lune à peu près. Oui. Il n'y en a pas plus l'une que l'autre. Dans la conclusion, je vais vous faire part des conditions atmosphériques, climatiques au cours d'observation. Quelles sont-elles finalement? Je tiens à préciser que c'est un échantillonnage des cas présentés dans cet épisode, provenant de diverses bases de données ufologiques en France. Lorsqu'il y aura d'autres observations d'OVNI au fil du temps, avec une précision sur tous les paramètres climatiques au cours de l'observation, là il y aura des conclusions peut-être beaucoup plus précises et détaillées. Tout à l'heure, tu parlais des conditions d'observation. Oui. De manifestation du ou des phénomènes. Oui. Mais il y en a plein encore qui cherchent quelles sont les conditions d'observation à l'heure actuelle. On le C'est voit normal, bien. c'est normal. On le voit bien en col de Hanse, Oui, ils y vont sur plusieurs temps, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est normal, vu l'enjeu, c'est normal. C'est un vieux fantasme ufologique, mais en même temps, si tu arrives à mettre à jour une corrélation, c'est un élément objectif important. Donc c'est normal que les gens aillent dessus. Ça fait partie de l'enquête ufologique de base, c'est-à-dire que tu as tout un nombre d'éléments techniques qu'il faudrait absolument réunir et qui ne sont pas réunis. Parce qu'on trouve des enquêtes qui sont publiées où il n'y a pas un seul élément météo. On va excuser aussi d'une certaine époque, parce qu'à une certaine époque, avoir des bulletins météorologiques, ça coûtait d'argent, c'était payant. C'était relativement cher et en tant qu'enquêteur, c'était pas évident de payer ce genre de renseignements. Dans tous mes rapports, dans tous mes questionnaires OVNI que j'envoie à mes témoins, etc., toutes les enquêtes que je fais toujours ce que j'appelle la météo du jour d'avant, du jour où c'est arrivé et du jour d'après. Voilà, je fais toujours ces recherches-là. Moi, de mes souvenirs, je pense qu'il y avait quand même un bon paquet d'enquêteurs qui notaient le temps qu'ils avaient fait. Alors sans forcément avoir des bulletins météorologiques détaillés, mais les gens se préoccupaient de savoir si le ciel était dégagé au moment de l'observation, s'il y avait un ciel dégagé, s'il y avait eu du vent pendant l'observation, de la pluie, enfin des éléments de base concrets. Après, avoir des données précises sur lesquelles on puisse avoir des éléments concrets, c'est autre chose. Alors ça tient compte de s'il pleut, s'il fait soleil, s'il y a des nuages, le degré d'hygrométrie, le vent, etc. Et je prends des cartes pour étudier ça de manière précise. Et puis on trouve ça tout simplement dans le journal. On trouve ça dans le journal parce que le demander à la météo, on peut le demander aussi à la météo de Saint-Georges, qui se trouve à côté d'Auxerre. Mais ils demandent 60 € pour avoir une étude microclimatique, si je puis dire, c'est-à-dire au niveau d'un microclimat, enfin d'un climat localisé, par exemple à l'endroit juste d'un petit village ou quelque chose comme ça. Alors sur 3 jours, ça fait 3 fois 60 €, ça coûte cher à chaque observation. Multiplier ça par même 100 ou 200 observations que j'ai étudiées, ça revient cher, il faut avoir les moyens. Donc j'ai pris le travers
d'étudier ça à partir d'une météo qui est très 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 bien détaillée dans le département de l'Yonne et qui se trouve dans le journal Lyon Républicaine. Voilà, et c'est surtout ça ça résume bien, ça détaille tout, il y a les degrés d'hygrométrie, tout, les heures de lever de soleil, de lune, les heures, à quelle heure sont prises les relevés météo, etc. Tout est bien fait. C'est pas précis parce qu'il y a les microclimats aussi. Ouais. Tout à fait, c'est encore une autre problématique. Voilà, après, il faudrait qu'effectivement on aille demander avoir des paramètres GPS pour dire voilà tel endroit précis. Et encore, tu sais pas où est le phénomène. Voilà, c'est là où va se trouver le témoin et où se trouve le phénomène. Ça pourrait être plus complet si je passais par la station météo de Saint-Georges, c'est sûr. Je l'aurais à la minute près. En conclusion, si nous reprenons tous les types de temps par rapport aux observations d'OVNI, lorsque le ciel est clair, qu'il fait beau temps, il y a 190 cas de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, comprenant également les LN et les DD, c'est-à-dire les lumières nocturnes et les disques diurnes. 63 cas de rencontres rapprochées du deuxième type, 8 cas de rencontres rapprochées du troisième type. Lorsqu'il y a des nuages, c'est-à-dire nuages épars, ciel couvert haute altitude ou basse altitude, il y a également beaucoup plus de cas du premier type, et lumière nocturne et disque diurne, des cas de rencontres rapprochées du deuxième type et très peu de cas du troisième type. Concernant les pluies, que ce soit pluie éparse, pluie continue faible ou grosse pluie, il y a 16 cas de rencontres rapprochées du premier type de LN lumière nocturne et DD disque diurne, 16 cas de rencontres rapprochées du deuxième type et 3 cas de rencontres rapprochées du troisième type. Lorsqu'il y a de la neige, il n'y a qu'un cas de rencontres rapprochées du premier type. Lorsqu'il y a de l'orage, un cas de rencontres rapprochées du premier type, un aussi dans les rencontres rapprochées du deuxième type et 2 cas de rencontres rapprochées du troisième type. Lorsqu'il y a du brouillard, 2 cas du premier type, 6 cas du deuxième type et 1 cas du troisième type. Lorsqu'il y a une tempête, 1 cas du premier type et 1 cas autre, c'est-à-dire une rencontre rapprochée du troisième type sans apparition d'OVNI. Ce cas-là, par exemple, doit-on le classer dans quel type de base de données? Ufologique, paranormal ou des cas dits de haute étrangeté? Là est la question. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a, comme je l'ai dit dès le début, plus d'apparitions d'OVNI ou de phénomènes aériens non identifiés lorsque le ciel est clair et qu'il fait beau temps. Cependant, il y a dans certains rapports d'observation d'OVNI ou témoignages, il n'y a pas vraiment la météo, il n'y a pas les conditions climatiques. Il manque aussi de nombreux détails. On ne connaît pas le taux d'humidité de certains cas. Et le problème il est là, c'est qu'en fait, ce serait avoir la météo sur un secteur, quoi, dans le sens de l'observation. Cela revient à s'intéresser aux zones O, c'est-à-dire aux zones d'observation et aux fronts d'observation. Ces deux notions avaient été développées au cours d'anciennes émissions de type Alerte OVNI Pan en France d'ODF TV en 2011. Par le biais d'un exemple d'une observation fictive, je précise bien qu'elle est fictive, je vais vous parler dans un premier temps de la zone O ou la zone d'observation. Donc c'est une observation fictive d'une boule orange dans le département des Alpes-Maritimes sur la commune de Coursegoule. Cette boule orange, comme vous pouvez le voir l'exemple en 3D, a une direction sud-est, nord-ouest à peu près. Comme vous pouvez le voir avec la vue 3D, la boule lumineuse passe au-dessus du petit village de Coursegoule et, on va dire, tape dans la zone d'observation. Il serait intéressant d'avoir la température et les conditions climatiques de là où se trouve le phénomène, avec bien sûr le microclimat qu'il y a autour du petit village de Coursegoule. Pour en venir au front d'observation, voici le deuxième exemple. En 3D, on voit toujours cette même boule lumineuse orange fictive, donc sur sa trajectoire. Le front d'observation, c'est le rectangle que vous pouvez voir, c'est-à-dire la zone où passe dans l'atmosphère le phénomène observé. Passons dès à présent à la dernière vue en 3D, qui rassemble toujours un témoin qui se situe sur la commune de Coursegoule,
mais également 2 autres témoins, l'un à Sipierre et l'autre à Gréolière. Donc là, ce qui serait intéressant, s'il y avait ce type d'observation, c'est qu'il y ait donc une triangulation avec 3 témoins, qui voient donc le phénomène qui passe dans le ciel, et donc on aurait, dans certains rapports d'observation, le climat ou le microclimat des zones d'observation, c'est-à-dire à Sipierre, à Gréolière et à Coursegoule. Mais le plus important dans l'étude climat OVNI, c'est la température, le temps qu'il fait là où passe le phénomène, c'est-à-dire sur la ligne ou sur le front d'observation, et aussi les conditions atmosphériques de là où se trouve le phénomène. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a encore beaucoup de recherches et d'études à faire en ufologie. Bien sûr, ce scénario présenté donc en 3D, ce scénario d'une observation de boule orange fictive, tient en compte que si le phénomène, bien sûr, est rectiligne. Il y a souvent des apparitions de phénomènes aériens non identifiés qui semblent avoir des virages en angle droit ou même des zigzags. Mais ce genre d'étude ou front d'observation serait intéressant aussi lorsque le phénomène change de couleur. Traverse-t-il des gaz ou des composés chimiques particuliers? Nous verrons peut-être tout cela dans une suite à cet épisode. Que ce soit en 2013, 2015, 2016, j'ai rejoint des groupes de veilleurs en février où les températures ici sont les plus fraîches. D'ailleurs, je me rappelle d'une veillée où il faisait moins 9 degrés. Bon, on n'avait rien observé, mais il y avait de la neige partout et il faisait très froid. On avait fait une veillée de 20h30 jusqu'à minuit, 1h du matin. La route brillait, donc il y avait du verglas, mais il n'y avait pas eu de phénomène observé, filmé, pas de bruit, rien du tout. Comme on dit en termes de veilleurs, RAS, rien à signaler. Et les veilles ufologiques, c'est tellement enthousiasmant qu'on les fait toute l'année. C'est-à-dire, l'été, évidemment, c'est très agréable, mais l'hiver aussi, sous la neige, dans le froid, parce que c'est une passion. Et je ne vois pas pourquoi que les portails ufologiques ne s'ouvriraient que l'été. Ils s'ouvrent toute l'année. Je me permets là de féliciter, d'encourager tous les veilleurs de France qui sortent sous n'importe quelle condition climatique pour observer la voûte céleste, pour faire une deuxième passion aussi l'astronomie ou l'astrophotographie, et d'essayer d'avoir un phénomène, bien sûr en utilisant une bonnette à réseau de diffraction pour avoir le spectre. Et il faut beaucoup de courage à tous ceux qui vont sur le terrain, comme je dis, sous n'importe quelle condition climatique, que ce soit la neige, la grêle, les orages, mais c'est mieux quand, bien sûr, il fait beau. Donc, je tiens à remercier tous les veilleurs, tous les chasseurs d'ovnis de France, d'avoir beaucoup de courage de sortir sur le terrain, et souvent, et fort souvent même, de revenir bredouille. Pourquoi utilises-tu cette station météo en veillée ? C'est intéressant parce que ça permet de connaître surtout, pour nous, déjà le temps qu'il va faire, si on va avoir des nuages, la pluie, du soleil dans les minutes qui vont suivre. Et puis ça nous permet, avec la température et l'humidité, de prévoir un peu, de voir un peu si on peut espérer avoir, disons, avoir la chance de faire des observations, puisqu'il est prouvé que plus le taux d'humidité est important, plus on a la chance, en général, je dis bien en général, d'avoir des phénomènes ovnis. On ne sait pas pourquoi, mais c'est déjà une statistique, une constatation qu'on avait faite du côté de la vallée d'Esdalen. Donc ils avaient constaté ça, c'est pour ça que j'ai acheté cette petite station de météo. Et je m'ai remarqué que quand j'ai eu des forts taux d'humidité, moi je n'ai pas fait que j'ai fait mes veillées à l'aérodrome de Bran, je n'ai pas vu de phénomène de particulier, de phénomène inexpliqué, bien qu'il y ait eu des phénomènes inexpliqués environ 5, entre 1978 et 2013 sur l'aérodrome de Branche. Il aurait été judicieux d'avoir une station météo à cette époque-là. Il se peut très bien qu'il y ait plusieurs phénomènes entremêlés, que les témoignages ne fassent pas référence au même type de phénomène. Il doit y avoir des variantes dans ce domaine-là. D'où l'importance d'avoir une station météo en veillée ou en enquête.
Comme l'a précisé tout à l'heure, l'ufologue et président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens, Rémi Fauchereau, qui a toujours une station météo lorsqu'il y a des veillées. Je tiens aussi à mentionner cette initiative du RPI, Recherche des phénomènes inexpliqués, qui a également, au cours d'enquêtes paranormales, une station météo avec lui pour recueillir des données pour mieux comprendre le ou les phénomènes observés ou entendus. Comme dans toute recherche ufologique, et comme le disaient encore tout à l'heure Gilles Durand et Thierry Rocher, il y a de nombreux paramètres, de nombreuses données qui manquent dans les rapports d'enquête des observations d'OVNI ou de phénomènes aériens non identifiés. Et lorsqu'il y aura plus de données, plus de paramètres, on pourra peut-être mieux comprendre le ou les phénomènes observés par les témoins. De toute façon, à la limite, la météo, je dirais qu'elle est incontournable à obtenir, quel que soit le phénomène qui est l'origine de l'observation, que ce soit ensuite quelque chose qui soit expliqué ou quelque chose d'inexpliqué, ça fait partie des conditions d'observation. C'est-à-dire que tout ça il faudrait faire des statistiques, parce que j'ai beaucoup de témoignages, mais je ne me suis amusé à faire aucune statistique. Et il faudrait que toutes ces questions-là, finalement, ça rentrerait dans une statistique plus générale au niveau du département de Lyon. Elle resterait à faire, on pourrait en faire facilement un petit fascicule, rien que de statistiques, qui serait très intéressant à faire. Ce serait un peu un travail ufologique un peu spécial, mais qui viendrait en complément de tout le reste. Attention, je tiens encore une fois à vous signaler que cette conclusion a été réalisée avec 2 bases de données ufologiques en France. Il se peut, certainement, que les conclusions au sujet des conditions climatiques au cours d'une observation peuvent changer en fonction des bases de données des autres associations ufologiques. Mais il faut que lorsque il y a une enquête en ufologie, noter le plus de données possible pour l'avancée des études ufologiques, pour que chaque association ou groupe d'enquêteurs puisse ainsi se constituer sa propre base de données et pourquoi pas, au cours de rencontres entre les associations ufologiques en France, s'échanger les données récoltées, les informations et avancer tous ensemble dans les études ufologiques. Comme vous avez pu le constater, il y a encore beaucoup de paramètres climatiques pour l'étude ufologique. Peut-être au cours d'une suite à cet épisode ou d'un complément d'informations et par le biais d'autres interviews d'ufologues et de chercheurs, nous reviendrons sur l'étude OVNI et climatologie ou climatovni dans les années à venir. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de l'étude géoufologique phase 2 qui sera OVNI et failles géologiques 3, y a-t-il un lien ? Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cet épisode. Les ufologues, les veilleurs, les témoins, les chercheurs, mais également tous les amis des réseaux sociaux, et vous, auditeurs, ODF Note. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré donc à une relation entre les ovnis et le climat. Je vous ai fait part de différents types de météo, que ce soit extrême ou normale. Donc vous avez pu voir les différents avis des ufologues, notamment Rémi Fauchereau ici présent. Je te remercie d'avoir participé à cet épisode. Je te remercie, Gilles. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de l'étude géoufologique. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette étude, qui continue au fil du temps. Il y a encore de nombreuses choses à développer, de nombreux paramètres à voir avec le phénomène OVNI, avec la géolocalisation du ou des phénomènes observés par les témoins. Et puis à très bientôt sur les chemins ufologiques en France sur DHTV. Au revoir.